Ces colonnes soutiennent des ponts entiers. Et me voilà au cœur d'une usine où elles sont façonnées littéralement à la main par des artisans. Chaque pilier n'est pas qu'un simple bloc de béton, mais une véritable sculpture née dans un coffrage. Je suis arrivé très tôt ce matin, alors que la brume flottait encore sur le site et qu'on entendait déjà, au loin, le grondement de la bétonnière. L'air embaume le mortier frais, le métal mouillé et les coffrages en bois. Suivez-moi dans l'atelier. Je vais tout vous raconter tel que je le vois, sans fioritures. Et n'oubliez pas d'indiquer de quel pays vous nous regardez. Je lis vos commentaires avec passion. La première chose qui frappe le regard, ce sont ces gigantesques moules métalliques. Ils se dressent en rangée, chacun mesurant plus de 20 mètres de long et près de 2 mètres de large. Les ouvriers les nettoient et les enduisent d'une huile spéciale pour que le béton se démoule ensuite sans difficulté. Je me suis approché et j'ai touché. Froid, lourd, comme la carapace d'une bête préhistorique. À l'intérieur des moules, ils commencent déjà à installer l'armature. Ce ne sont pas de simples barres, mais un véritable squelette de tiges d'acier épaisses, chacune d'un diamètre de 2 cm. On les soude et les lie à la main avec du fil de fer pour que l'ensemble tienne solidement. Un tel ferraillage pèse plusieurs tonnes et on le soulève à la grue, lentement, comme si quelqu'un déposait avec précaution un squelette dans un corps. Je reste là, pensif. Combien de travail dans chaque centimètre? Ensuite vient le béton. On le prépare dans d'immenses malaxeurs et ici les proportions sont précises comme en pharmacie. Pour une part de ciment, on prend 3 parts de sable, 4 parts de gravier et un peu d'eau avec des adjuvants qui rendent le mélange fluide. Un ouvrier casqué me montre le pupitre de commande. L'automatisation dose tout au gramme près, car une erreur d'1% peut compromettre toute la gâchée. Le mélange coule comme une rivière grise, épais et collant, guidé directement dans le moule par des goulottes. J'entends ses gargouillements et ses clapotis, comme s'il était vivant. Et pour éviter que l'air ne reste emprisonné à l'intérieur, on active les vibrateurs. Ils secouent le moule si fort que le sol tremble sous mes pieds. Le béton se tasse, remplit chaque recoin, et la colonne prend forme peu à peu. Vient maintenant le plus intéressant, la maturation. Les moules sont refermés et envoyés dans une chambre spéciale où la température est maintenue à 25 degrés Celsius avec une humidité élevée. Ils y restent au moins 7 jours. J'ai jeté un œil à l'intérieur par le hublot. C'est silencieux, seuls les ventilateurs bourdonnent. Pendant ce temps, le béton durcit et devient si résistant qu'il peut supporter des charges de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Les ouvriers plaisantent en disant qu'en une semaine, la colonne devient adulte et ne craint plus ni la pluie ni le gel. Et moi, je reste là, à imaginer comment elle partira ensuite sur le chantier d'un pont, quelque part au-dessus d'une rivière, pour devenir partie intégrante de quelque chose d'immense. Lorsque le temps s'écoule, les moules s'ouvrent. La grue soulève les coffrages. Et la voilà, une colonne achevée, lisse, grise, qui brille au soleil. Mais ce n'est pas encore terminé. On la contrôle. Un ouvrier muni d'un marteau tape légèrement sur la surface, écoute le son. S'il résonne clairement, c'est qu'il n'y a pas de cavité à l'intérieur. Ensuite, on mesure la longueur. Exactement 21 mètres et 5 cm, comme prévu dans le projet. Et puis, on effectue des essais de résistance. On découpe un petit cube que l'on comprime jusqu'à ce qu'il se fissure. Les chiffres montrent que tout est conforme. La résistance dépasse même les exigences. J'ai essayé moi-même de frapper dessus. Le son d'une cloche, parole d'honneur. Après les contrôles, les colonnes sont acheminées vers l'entrepôt. Là, on les dispose horizontalement sur des supports spéciaux pour qu'elles ne se fissurent pas sous leur propre poids. Une de ces pièces pèse près de 100 tonnes
Alors les véhicules de transport sont de véritables mastodontes à une dizaine de roues. J'ai vu le chargement de l'une d'elles, lentement, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un nourrisson. Et juste à côté, 5 autres attendaient, prêtes à partir. L'usine en produit plusieurs par semaine, et chacune est destinée à son propre chantier. Tantôt un nouveau pont, tantôt un viaduc, tantôt un bâtiment industriel. J'ai refait le tour de l'atelier une dernière fois, de la bétonnière à l'entrepôt, et mes mains tremblent d'enthousiasme. Ici, tout sent le ciment et le métal, et les gens travaillent avec une telle coordination qu'on dirait une grande machine, mais vivante. Et vous savez ce qui est le plus drôle ? Je pensais que le béton, c'était quelque chose d'ennuyeux et de gris, mais en réalité, il y a derrière lui tant de précision et de puissance qu'on a envie de tirer son chapeau devant chaque ouvrier. C'est ainsi que naissent ces colonnes qui porteront ensuite les ponts. Je suis resté encore 1 heure, juste pour voir couler le prochain lot. Et je prévois déjà de revenir quand ils partiront pour le montage. Les amis, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire où aller encore en visite. Moi je vous dis à bientôt dans les usines. Portez-vous bien et que vos ponts tiennent toujours solidement. Et encore un petit mot, car je n'ai pas eu le temps de tout raconter. Quand la colonne est sortie du moule, on la traite parfois à la vapeur sous haute pression pour rendre la surface encore plus lisse. Ça ajoute quelques jours, mais le résultat en vaut la peine. J'ai tenu dans mes mains un petit morceau de béton fini, lourd comme de la pierre et qui ne s'effrite pas du tout. L'ouvrier m'a expliqué qu'une telle colonne peut durer 100 ans et plus si tout est fait dans les règles de l'art. Et puis, il marque chacune d'elles, numéro, date, lot, pour savoir ensuite précisément où elle ira. J'ai photographié l'une de ces marques de près pour que vous puissiez voir vous aussi à quel point tout cela est sérieux. Sur le chantier, ces colonnes sont levées par des grues qui sont en soi des merveilles de technologie et mises en place avec une précision millimétrique. Ensuite, on les relie aux poutres et aux dalles. Et voilà qu'une structure entière soutient la route au-dessus de l'eau. J'ai vu des photos du montage. Les colonnes ressemblent à des soldats au garde-à-vous, alignés et inébranlables. Ici, à l'usine, j'ai compris combien d'éléments doivent s'assembler pour que tout soit parfait. De la qualité du sable à la température dans la chambre de cure, chaque détail compte. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est la façon dont ils économisent les matériaux. Les moules sont réutilisables, on s'en sert des centaines de fois. Et les déchets de béton sont recyclés, rien ne se perd. J'ai parlé avec un ingénieur, il m'a montré le plan. Tout est calculé pour que les coûts soient minimaux et la solidité maximale. Ces ponts portent sur leurs épaules un pays tout entier. Les États-Unis en comptent exactement 623 193, selon le National Bridge Inventory. Imaginez, chaque jour, plus de 163 millions de trajets automobiles s'effectuent précisément sur des ponts déjà en mauvais état. Les gens se précipitent au travail, transportent des marchandises, partent en voyage. Et aucun d'eux ne se doute que sous leurs roues se trouvent des structures qui ont depuis longtemps dépassé leur durée de vie. L'âge moyen d'un pont américain est de 47 ans, alors que sa durée de conception n'est que de 50 ans. Autrement dit, la plupart sont déjà à la limite. Voilà, je me dirige vers ma voiture, et tout ce que j'ai vu tourne encore dans ma tête. L'usine fonctionne à plein régime, et plusieurs colonnes attendent encore leur tour. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite. Si vous voulez davantage de reportages comme celui-ci, likez et abonnez-vous, car il reste encore plein d'endroits passionnants à découvrir. À bientôt les amis, et que vos routes mènent toujours là où il faut. Si vous voulez comprendre de quoi est fait le Mexique moderne, il faut vous rendre à Monterrey. C'est la ville de l'acier, le Chicago mexicain, où l'horizon est dominé non pas par des palmiers, mais par les cheminées de gigantesques usines.
C'est ici, dans les fours de l'entreprise Ternium, qu'est né le squelette de l'un des projets les plus ambitieux de l'humanité, le pont de Baluart. Notre visite commence dans l'atelier où l'air vibre de chaleur. Ici, il ne fait pas simplement chaud, ici règne l'énergie d'une planète en fusion. Nous nous tenons près du four à arc électrique. Lorsque les électrodes plongent dans la charge, retentit un tonnerre assourdissant, tandis que des gerbes d'étincelles aveuglantes frappent les murs. Ici, à Monterrey, on coulait un alliage spécial à haute résistance, capable de supporter le poids du pont et les charges de vent furieuses dans les montagnes. Je vois l'acier incandescent se déverser dans les moules. Ce sont les futures sections des pylônes. Pour le pont Baluart, l'acier n'a pas simplement été fondu. Il a été créé comme un matériau composite capable de résister à des pressions et des torsions extrêmes. À Monterrey, dans des usines comme Ternium, le processus de fusion pour de tels ouvrages se transforme en chirurgie stérile à grande échelle. Tout commence dans les fours à arc électrique. Contrairement aux hauts fourneaux classiques qui utilisent du coke, l'acier y est fondu grâce à des décharges électriques d'une puissance phénoménale. Cela permet d'atteindre des températures supérieures à 1650 degrés Celsius en quelques minutes à peine. Mais la véritable prouesse réside dans le traitement hors four. Pour le pont de Baluart, il fallait un acier à faible teneur en carbone, mais riche en éléments micro-alliés. Le métal en fusion est introduit dans une chambre à vide spéciale, où l'on extrait littéralement par aspiration les gaz dissous, hydrogène et azote. Si la moindre bulle microscopique d'hydrogène subsiste dans le métal, elle créera lors du refroidissement une fissure interne, un flocon. Pour un pont suspendu au-dessus d'un gouffre de 400 mètres, c'est une condamnation à mort. On ajoute au métal en fusion des ingrédients secrets, du niobium et du vanadium en microdose. Ils agissent comme des affineurs de grains. Dans l'acier ordinaire, la structure cristalline est grossière. Ces éléments forcent le métal à former une structure à grains fins. L'acier devient ultra solide, tout en restant ductile. C'est crucial pour la Sierra Madre, où surviennent des tremblements de terre. Le pont ne doit pas être cassant, il doit plier sans rompre. Lorsque les énormes plaques d'acier sortent du four, on ne se contente pas de les laminer en feuilles. L'usine de Monterrey utilise une technologie fascinante. L'acier passe entre des cylindres à des températures strictement contrôlées, puis est refroidi instantanément par de l'eau sous haute pression. Cela trempe le métal au niveau moléculaire tout en lui donnant sa forme. On obtient ainsi de l'acier X65 ou X70, si résistant qu'il permet de réduire l'épaisseur des parois des pylônes, diminuant le poids total du pont sans compromettre sa capacité portante. Un atelier entier est dédié au haubans. Le pont Baluart est un pont à haubans, maintenu par des câbles d'acier. Mais « câble » est un mot trop faible. Il s'agit de faisceaux composés de dizaines de fils d'acier à haute résistance, chacun recouvert d'une couche anti-corrosion. Les ingénieurs nous expliquent. Un hauban, c'est le tendon du pont. Il doit être suffisamment souple pour jouer avec le vent et suffisamment solide pour soutenir des milliers de tonnes de béton et d'asphalte au-dessus du vide. Le fil d'acier est étiré à travers des filières en diamant, devenant fin mais incroyablement résistant. Mais voyons le processus depuis le début. La fabrication des câbles de haubans pour un géant tel que le pont Baluart ressemble à la création d'une armure multicouche, où chaque niveau de protection remplit une fonction absolument vitale. Tout commence par le traitement des fils d'acier individuels qui constituent la base de l'ensemble de la structure. Chacun de ces filaments fins à haute résistance subit une galvanisation à chaud.
À la surface du métal se forme un alliage stable, qui devient la première et la plus importante barrière contre la corrosion. Même si les couches extérieures venaient à être endommagées, le zinc jouerait le rôle d'anode sacrificiel, s'oxydant à la place de l'acier et empêchant la rouille de détruire la structure du fil. Après galvanisation, des centaines de ces fils sont réunis en puissants faisceaux, mais entre eux subsistent inévitablement de microscopiques cavités. Pour éliminer totalement toute présence d'air ou de condensation à l'intérieur du câble, tout l'espace interne entre les fils est rempli sous pression d'une cire technique spéciale ou de paraffine hautement purifiée. Cette substance possède des propriétés hydrofuges et demeure souple même lors d'importantes variations de température, caractéristique des hautes altitudes de la Sierra Madre. La paraffine agit comme un lubrifiant scellant interne. Elle évite que les fils ne frottent les uns contre les autres lors des oscillations du pont sous l'effet du vent, tout en créant un rempart infranchissable contre l'humidité susceptible de provoquer une corrosion interne insidieuse. Vous voyez ces bobines d'acier gigantesques, prêtes à prendre la route. Chaque section de pylône pèse plusieurs dizaines de tonnes et chacune porte la marque Baluart. C'est leur passeport pour l'immortalité. Et le passeport vers l'immortalité de notre chaîne, c'est votre abonnement. N'hésitez pas les amis. Nous quittons à présent l'industriel Monterrey pour nous enfoncer vers l'ouest, dans les montagnes de la Sierra Madre. Ici commence un territoire que les habitants appellent Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Une route étroite, sinueuse, où d'un côté se dresse une paroi verticale et de l'autre s'ouvre un gouffre de 400 mètres. Imaginez la scène. Vous êtes au volant d'un semi-remorque, sur la plateforme duquel repose une section d'acier de 20 mètres de long. Vous devez négocier des centaines de virages en épingle. La logistique du Baluart a été un exploit quotidien. Les roues des poids lourds frôlaient le bord du précipice et les conducteurs travaillaient à la limite du possible. Nous empruntons l'un de ces lacets. La poussière est ocre et fine, elle colmate les radiateurs, et les freins des camions hurlent sous l'effort. Pour acheminer une seule section de pylône, il nous a fallu 3 jours à travers ces gorges, raconte le chauffeur d'escorte. L'acier de Monterrey avançait lentement, mètre par mètre, là où personne n'avait jamais construit. Nous arrivons sur le chantier. Ici, la tête nous tourne. Nous nous tenons au bord du canyon de Baluart. En contrebas, à 403 mètres de profondeur, coule une petite rivière qui, d'ici, ressemble à un fil d'argent. C'est comme poser la tour Eiffel au fond d'un gouffre, et son sommet n'atteindrait toujours pas le tablier du pont. La scène principale de notre reportage, l'assemblage d'une section d'acier. Une énorme poutrelle d'acier est suspendue à la grue. Le vent dans les montagnes est traître. Il peut frapper soudainement, transformant cette pièce de 50 tonnes en pendule géant. Les ingénieurs, lasers télémétriques en main, retiennent leur souffle. Une erreur d'1 millimètre et le verrou ne se fermera pas. On entend le crépitement métallique des talkies-walkies et le mugissement du vent dans les haubans. Lorsque la poutre d'acier s'insère enfin dans ses logements et que les ouvriers commencent à serrer les premiers boulons, un cri de victoire déchire l'air. C'était un combat de l'homme contre la gravité. Le pont s'est construit simultanément depuis les 2 rives, pour se rejoindre au milieu. Quand les 2 moitiés de l'épine dorsale se sont enfin unies au-dessus du vide, le Mexique a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple assemblage, mais l'apprivoisement d'un gouffre diabolique. Aujourd'hui, le pont de Baluart est un voilier blanc parmi les montagnes cendrées. Ses pylônes, de 169 mètres de hauteur, scintillent au soleil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Autrefois, le trajet entre les États de Durango et Sinaloa à travers l'épine du diable prenait 6 heures épuisantes de conduite périlleuse. Aujourd'hui, ce même trajet se compte en minutes. Le pont de Baluart est le maillon central d'une autoroute qui relie l'Atlantique au Pacifique.
Il existe un métal plus cher que l'or, qui contrôle l'avenir des voitures électriques et qui alimente votre téléphone en ce moment même. Un métal pour lequel se déroulent de véritables guerres au Congo, où des enfants creusent la terre à mains nues, tandis que les multinationales déboursent des milliards pour garantir leur approvisionnement. C'est le cobalt, l'élément le plus controversé de l'ère des batteries, sans lequel aucune batterie lithium-ion au monde ne pourrait fonctionner. Une roche qui ressemble à de la pierre grise tachetée de rose, mais dont la valeur dépasse celle des métaux précieux, car d'elle dépend la capacité de l'humanité à se libérer du pétrole. Plongeons dans l'univers sombre du minerai de cobalt, où le progrès technologique se heurte à la géopolitique, à l'exploitation et à une lutte acharnée pour les ressources. Commençons par le cobalt lui-même. C'est un métal gris argenté, avec une légère nuance rosée, magnétique, dur et résistant à la chaleur. Mais sa véritable valeur ne réside pas là. Le cobalt possède cette propriété unique de stabiliser la structure des cathodes dans les batteries lithium-ion. Sans lui, les batteries surchauffent, perdent leur capacité, peuvent s'enflammer ou exploser. Chacun de vos appareils, smartphone, ordinateur portable, écouteurs, cigarette électronique, contient du cobalt dans sa batterie. Et chaque voiture électrique sur la route renferme entre 5 et 20 kg de ce métal. Le minerai de cobalt a une apparence peu remarquable. Les minéraux les plus courants sont la cobaltite, l'érythrite, la skutterudite. La couleur varie du gris au noir, parfois avec des nuances roses ou violettes dues aux impuretés. L'érythrite est surnommée « fleur de cobalt » en raison de sa couleur rose framboise. C'est elle qui trahit la présence de cobalt dans la roche. Mais le cobalt en lui-même forme rarement des gisements distincts. Il est généralement extrait comme sous-produit lors de l'exploitation du cuivre ou du nickel. Et c'est là que commence le véritable problème. Environ 70% du cobalt mondial provient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un cauchemar géopolitique. Imaginez que la quasi-totalité du cobalt pour toutes les batteries de la planète dépendent d'un seul pays africain instable, rongé par la corruption, les conflits et des conditions de travail épouvantables. C'est comme si tout le pétrole mondial se trouvait dans un unique endroit susceptible d'exploser à tout moment. La région du Katanga, au sud de la RDC, est un phénomène géologique, la fameuse ceinture de cuivre. Sous terre gisent d'immenses gisements de minerais de cuivre, contenant entre 0,1 et 0,5% de cobalt. Cela semble peu, mais quand on extrait des millions de tonnes de cuivre par an, on obtient au passage des centaines de milliers de tonnes de cobalt. Les gisements les plus riches atteignent jusqu'à 1% de cobalt, ce qui est déjà considérable. L'extraction se fait de deux manières, les mines industrielles des grandes corporations et ce qu'on appelle les mines artisanales, c'est-à-dire l'extraction rudimentaire. Les mines industrielles sont des complexes modernes, dotés d'équipements valant des milliards de dollars, où travaillent des milliers de personnes. Le minerai est dynamité, chargé par d'immenses excavateurs, transporté vers les usines de traitement. Tout est automatisé, contrôlé, relativement sûr. Et maintenant, l'extraction artisanale, c'est l'enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants dès l'âge de 7 ans, creusent le minerai à la main dans des mines primitives sans aucune sécurité. Ils descendent dans des fosses profondes de 40 à 50 mètres par des échelles branlantes, sans casque, sans étai, sans ventilation. Les éboulements tuent régulièrement, des dizaines de morts par an officiellement, en réalité, sans doute bien davantage. Ils creusent à main nue ou avec des outils rudimentaires, remplissent des sacs de minerais et les traînent jusqu'à la surface. Ils gagnent quelques dollars par jour, une misère, même selon les standards africains. Le minerai est vendu à des intermédiaires
qui l'achemine vers les entrepôts d'entreprises chinoises. Là, il est contrôlé, payé en liquide, puis expédié pour être transformé. Aucune traçabilité, aucune garantie d'origine. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Amnesty International, Human Rights Watch publient des rapports accablants sur le travail des enfants, l'exploitation, les conditions périlleuses. Des géants comme Apple, Tesla ou Samsung jurent qu'ils n'achètent pas de cobalt issu de mines artisanales. Mais la chaîne d'approvisionnement est si opaque qu'il est quasiment impossible de retracer l'origine exacte du cobalt dans une batterie donnée. La Chine contrôle l'essentiel du raffinage du cobalt. Même si le minerai est extrait au Congo, il est acheminé vers la Chine dans des fonderies. Là, on en extrait le cobalt, on le purifie et on fabrique les composés chimiques pour les batteries. Oxyde de cobalt, sulfate de cobalt. Ensuite, ces composés partent vers les usines de production de batteries, elles aussi majoritairement situées en Chine ou en Corée du Sud. La Chine contrôle environ 80% du raffinage mondial du cobalt. Cela lui confère un pouvoir géopolitique considérable sur la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le raffinage du minerai de cobalt est complexe. S'il s'agit d'un minerai de cuivre-cobalt, il est d'abord broyé et enrichi par flottation, ce qui permet de séparer les sulfures de cuivre et de cobalt de la gangue stérile. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 degrés Celsius, produisant une matte, alliage de sulfure de cuivre, de cobalt et de fer. Le mat est soufflé à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant le fer et le soufre. On obtient du cuivre brut contenant du cobalt. Ensuite, les métaux sont séparés par des méthodes hydrométallurgiques. Dissolution dans l'acide sulfurique, purification de la solution des impuretés, précipitation sélective d'abord du cuivre par électrolyse, puis du cobalt. Ou bien, on utilise l'extraction par solvant. Le cobalt passe dans la phase organique, se sépare du cuivre, puis est reprécipité dans une solution aqueuse et isolé par électrolyse comme métal pur. La pureté du cobalt pour les batteries doit être de 99,8% et plus. Même des micro-impuretés de fer, de nickel ou de cuivre altèrent les propriétés des batteries. D'où une purification en plusieurs étapes, avec contrôle à chaque stade. Le prix du cobalt affiche une volatilité vertigineuse. En 2018, il a grimpé jusqu'à 95 000 $ la tonne, soit plus cher que l'or au volume. La raison, l'essor fulgurant des véhicules électriques et la crainte d'une pénurie de cobalt. Les entreprises raflaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis le prix a chuté à 24 000 $ en raison d'une offre excédentaire et d'une récession qui a frappé la demande. Actuellement, le prix oscille autour de 30 à 40 000 $ la tonne. Les fabricants de batteries tentent désespérément de réduire leur dépendance au cobalt. Ils développent de nouvelles chimies de cathode avec une teneur réduite, voire sans cobalt du tout. Les batteries lithium-fer-phosphate ne contiennent aucun cobalt, mais offrent une densité énergétique inférieure. Elles conviennent aux véhicules électriques bon marché avec une autonomie moindre. Tesla a réduit la teneur en cobalt de ses batteries à moins de 5% et prévoit de s'en affranchir totalement. Pourtant, il est impossible de remplacer complètement le cobalt dans le segment premium. Les batteries haute capacité des véhicules électriques haut de gamme, offrant 5 à 600 km d'autonomie, exigent des cathodes à forte teneur en nickel et en cobalt. La formule 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt représente un compromis entre capacité et stabilité. Sans cobalt, ces batteries sont sujettes à la surchauffe et à la dégradation. La demande de cobalt devrait augmenter, malgré les efforts pour réduire son utilisation. Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules électriques croît plus rapidement que la teneur en cobalt dans les batteries ne diminue. En 2020, 3 millions de véhicules électriques ont été vendus. En 2023, 14 millions
Les prévisions pour 2030 dépassent 30 millions. Même si la teneur en cobalt chute de moitié, la demande globale continuera de croître de manière exponentielle. D'autres pays tentent de trouver des sources alternatives. L'Australie possède de modestes gisements, tout comme le Canada, la Russie, les Philippines, Cuba. Mais ensemble, ils ne fournissent que 30% du cobalt mondial, et augmenter la production rapidement s'avère impossible. Il faut des années pour la prospection, la construction des mines, l'obtention des autorisations. Le Congo reste le fournisseur dominant, et cela ne changera pas dans les 10 à 15 prochaines années. On tente aussi d'extraire le cobalt des fonds marins. Au fond du Pacifique reposent des milliards de tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions de la taille d'une pomme de terre, contenant nickel, cobalt, cuivre, manganèse. La concentration en cobalt y avoisine 0,2%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant sur d'immenses étendues. Les technologies d'extraction en eau profonde se développent, mais les conséquences écologiques demeurent inconnues, et la communauté internationale reste pour l'instant prudente quant aux autorisations. Le recyclage des batteries constitue une source potentielle de cobalt. Lorsque des millions de véhicules électriques arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans, leurs batteries deviendront un réservoir colossal de métaux précieux. Les technologies de recyclage existent, on démonte les batteries, on les broie, on les fait fondre ou on les dissout dans des acides pour en extraire le cobalt, le nickel et le lithium. Mais l'équation économique reste complexe. Le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction de minerais neufs. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales, et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans, et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone.
Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur. Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure.
pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran, et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout ce qu'on tente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars, et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche. Chaque année dans le monde, il existe un métal si rare qu'on le trouve plus souvent dans les météorites que dans la croûte terrestre. Pourquoi cet élément, dont presque personne n'a entendu parler, coûte-t-il plus cher que l'or et détermine-t-il l'avenir de l'écologie, de l'aviation et des hautes technologies? Comment se fait-il que sans quelques grammes d'iridium ou de rhodium, les catalyseurs modernes cesseraient tout simplement de fonctionner et le verre ultra pur deviendrait impossible? Ces métaux ne s'extraient pas, on les capte littéralement dans les déchets d'autres minerais, au risque de tout perdre. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours des éléments les plus rares de la planète, du cosmos au four industriel. Et si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi l'impact d'un astéroïde, il y a des millions d'années, influence encore notre civilisation. L'iridium et le rhodium appartiennent au groupe des métaux du platine et sont considérés comme parmi les éléments les plus rares et les plus précieux de la planète. Leur histoire est étroitement liée au développement de la chimie et de la métallurgie du début du 19e siècle, lorsque les scientifiques commencèrent à étudier de manière systématique les impuretés présentes dans les minerais de platine. L'iridium fut découvert en 1803 par le chimiste anglais Smithson Tennant lors de l'analyse d'un résidu insoluble qui subsistait après dissolution du platine dans l'eau régale. Le métal tient son nom du mot latin « iris », arc-en-ciel, en raison des sels multicolores qui se formaient au cours des réactions. Le rhodium fut découvert presque simultanément par William Wollaston, qui remarqua la teinte rose caractéristique de ses composés. C'est du mot grec « rhodon » qui signifie « rose », que provient le nom de ce métal. La valeur exceptionnelle de l'iridium et du rhodium s'explique non seulement par leur rareté, mais aussi par une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Dans la croûte terrestre, leur teneur se mesure en fractions de microgrammes par tonne de roche, et l'extraction industrielle n'est possible qu'en tant que sous-produit du traitement des minerais de platine ou de nickel. Cela signifie que les volumes de production sont strictement limités par la géologie et non par la demande du marché.
Toute augmentation de la consommation est pratiquement impossible à compenser rapidement par un accroissement de l'extraction, ce qui rend ces métaux extraordinairement coûteux. L'iridium est reconnu comme l'un des métaux les plus résistants à la corrosion dans la nature. Il ne réagit pratiquement pas avec les acides, les bases et les sels fondus, même à des températures élevées. Son point de fusion dépasse 2400 degrés Celsius et sa résistance mécanique persiste là où la plupart des autres métaux auraient depuis longtemps perdu leurs propriétés. C'est précisément pour cette raison que l'iridium est utilisé dans des environnements où les matériaux subissent simultanément l'action de produits chimiques agressifs et d'une chaleur extrême. Le rhodium possède un point de fusion légèrement inférieur, mais se distingue par une stabilité de surface exceptionnelle et un pouvoir réfléchissant élevé. Il ne s'oxyde pratiquement pas à l'air, même lors d'un chauffage prolongé, ce qui en fait un matériau idéal pour les revêtements et les contacts. L'iridium et le rhodium jouent un rôle clé dans les catalyseurs modernes. Ce sont précisément ces métaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques tout en restant stables pendant des milliers d'heures de fonctionnement. Le rhodium est un composant indispensable des catalyseurs automobiles de nouvelle génération, où il assure la réduction des oxydes d'azote en azote moléculaire. Sans le rhodium, les systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement seraient nettement moins performants, et le respect des normes environnementales strictes deviendrait pratiquement impossible. L'iridium, quant à lui, est largement utilisé dans les catalyseurs électrochimiques, notamment dans les installations d'électrolyse de l'eau, où il garantit une efficacité élevée et une longévité remarquable des anodes, même dans un environnement fortement oxydant. Une application particulière de ces métaux, moins connue du grand public mais d'une importance capitale, concerne l'industrie verrière. Dans la production de verres spéciaux, notamment optiques, de laboratoire et pour écran, on utilise des fours fonctionnant à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans de telles conditions, la plupart des métaux se déforment ou réagissent avec le verre, le contaminant. Les alliages d'iridium et de rhodium servent à fabriquer des creusets, des électrodes et des éléments structurels de four, car ils résistent à un chauffage prolongé sans corrosion et n'interagissent pas avec le verre. C'est précisément grâce à ces métaux que devient possible la production de verre ultra pur aux propriétés parfaitement contrôlées. Le prix de l'iridium et du rhodium dépasse souvent la valeur de l'or et même du platine, et ce n'est pas un phénomène spéculatif, mais la conséquence directe de la combinaison d'une offre limitée et d'une importance technologique critique. Ils ne sont pas de simples métaux d'investissement, ni des symboles de luxe. Ce sont des matériaux sans lesquels l'industrie moderne, les technologies écologiques, la chimie et la production à haute température auraient un visage radicalement différent. L'iridium et le rhodium demeurent le socle invisible mais fondamental de nombreux procédés qui façonnent le monde technologique du XXIe siècle. L'iridium n'apparaît pas comme la plupart des métaux usuels, et c'est précisément ce qui le rend si rare et précieux. Son origine ne commence pas dans les mines industrielles, mais bien plus profondément, au niveau même de la formation de la Terre. L'iridium fait partie des éléments dits sidérophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment le fer. Lors de la formation de notre planète, la majeure partie de l'iridium a migré vers le noyau terrestre en compagnie du fer. De ce fait, il n'en subsiste que des traces infimes dans la croûte terrestre, à des concentrations qui se mesurent en fractions de microgrammes par tonne de roche. La fraction d'iridium accessible à l'homme a une double origine. D'abord, ce sont des restes de matière primordiale qui n'a pas eu le temps de descendre vers le noyau et s'est conservé dans certaines zones du manteau et de la croûte. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'iridium est arrivé à la surface de la Terre avec les météorites. Les corps cosmiques,
notamment les météorites ferreuses, contiennent des concentrations d'iridium bien plus élevées que les roches terrestres. C'est précisément ce qui explique la fameuse anomalie d'iridium dans les couches géologiques liées à la chute d'un grand astéroïde à la fin du Crétacé. Sur le plan industriel, l'iridium n'est presque jamais extrait comme métal principal. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement des minerais de platine et de nickel. Les sources d'iridium les plus importantes se concentrent dans les régions où se trouvent de grands gisements de métaux du groupe du platine. Tout d'abord, l'Afrique du Sud, où les gisements du complexe du Bushveld assurent l'essentiel de la production mondiale. Des volumes importants proviennent également de Russie, notamment de la région industrielle de Norilsk, tandis que des quantités plus modestes sont extraites au Canada et aux États-Unis. Le procédé d'obtention de l'iridium est complexe et comporte de nombreuses étapes. Après l'extraction du minerai, celui-ci est enrichi pour en extraire un concentré de métaux du groupe du platine. Ce concentré subit ensuite une série d'opérations chimiques au cours desquelles le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium et d'autres éléments sont progressivement séparés. L'iridium reste généralement dans les résidus les plus stables et insolubles, ce qui souligne une fois de plus son exceptionnelle inertie chimique. Ce n'est qu'après une purification complexe qu'on l'obtient sous forme de poudre ou de métal compact. Ainsi, l'iridium est un métal d'origine cosmique, presque entièrement enfoui dans les profondeurs de la planète et accessible à l'homme uniquement grâce à une combinaison rare de processus géologiques et de technologies complexes. C'est pourquoi chaque gramme d'iridium est le fruit d'un immense voyage, des entrailles de la Terre et du cosmos jusqu'aux productions de haute technologie du monde moderne. Chaque année dans le monde, des millions de personnes injectent dans leur maison un liquide qui se transforme en quelques secondes en un bouclier d'air solide. Il se dilate jusqu'à 30 fois son volume, bouillonne, chauffe presque jusqu'à la température de l'eau bouillante. Et c'est précisément à cet instant que tout se joue. La chaleur s'échappera-t-elle vers l'extérieur ou restera-t-elle emprisonnée pour des décennies? Mais pourquoi une fine couche de ce matériau isole-t-elle mieux que d'épaisses parois de laine ou de béton? Comment cet air plastique rend-il les réfrigérateurs rigides, les toitures chaudes et les factures énergétiques sensiblement plus légères? Il y a là une astuce chimique cachée à laquelle on ne pense presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout et vous découvrirez ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette mousse durant les premières secondes de sa naissance. La production d'isolation en polyuréthane repose sur une réaction entre deux composants liquides principaux, que l'industrie désigne conventionnellement par les côtés A et B. Le côté A se compose généralement d'isocyanate, tandis que le côté B est un mélange de polyols, de catalyseurs, d'additifs ignifuges et d'agents gonflants. Lorsque ces deux liquides se rencontrent dans la chambre de mélange du pistolet pulvérisateur ou à l'intérieur du moule de production, une réaction exothermique vigoureuse se déclenche, dégageant une quantité considérable de chaleur. La température durant la réaction peut rapidement grimper jusqu'à 65, voire 93 degrés Celsius. Sous l'effet de cette chaleur, l'agent gonflant présent dans le mélange commence à s'évaporer instantanément, créant des milliards de bulles microscopiques. Ces bulles font gonfler le mélange liquide comme une pâte levée, mais à une vitesse bien supérieure. En quelques secondes à peine, le volume initial du liquide peut être multiplié par 30, 50, voire 60. Il en résulte une structure où seuls 2 à 5% du volume sont occupés par l'armature polymère solide, les 95 à 98% restants étant constitués de gaz emprisonnés dans des cellules fermées.
C'est précisément cette structure à cellules fermées qui rend la mousse de polyuréthane si efficace. Dans les isolants traditionnels, comme la laine minérale, l'air peut circuler librement entre les fibres, ce qui réduit les propriétés isolantes. Dans le polyuréthane, en revanche, chaque bulle forme une capsule hermétique. Le gaz à l'intérieur de ces capsules conduit la chaleur bien moins efficacement que l'air ordinaire. Dans le système de mesure américain, l'efficacité de l'isolation est évaluée par l'indice Air Value, par pouce d'épaisseur. La mousse de polyuréthane à cellules fermées affiche l'un des indices les plus élevés, de R6 à R7 par pouce, tandis que la fibre de verre n'atteint qu'environ R3,5. Dans la pratique, le résultat est impressionnant. Lors de l'isolation d'un bâtiment résidentiel, l'opérateur utilise un équipement spécial à haute pression qui achemine les composants par des tuyaux chauffants jusqu'au pistolet pulvérisateur. La pression dans le système peut atteindre de 453 à 700 livres par pouce carré. Lorsque le mélange atteint la surface du mur, il ressemble à un fin film humide, mais en une fraction de seconde, il commence à bouillonner et à se dilater, comblant chaque fissure, chaque pouce d'espace entre les poutres. Grâce à son excellente adhérence, la mousse se fixe au bois, au métal ou au béton, de façon quasi permanente, créant non seulement une barrière thermique, mais aussi une barrière d'étanchéité à l'air. Au-delà du bâtiment, cette technologie est essentielle pour la fabrication des réfrigérateurs. Si vous examinez la paroi d'un réfrigérateur domestique moderne, son épaisseur n'est que d'environ 2 pouces. À l'intérieur de cet espace se trouve de la mousse de polyuréthane solidifiée. Lors de la fabrication du réfrigérateur, les composants liquides sont versés dans la cavité, entre l'enveloppe métallique externe et le revêtement plastique intérieur. La mousse se dilate à l'intérieur, créant une pression interne considérable. Non seulement elle assure une isolation parfaite, permettant de conserver les aliments au frais à 2 degrés alors qu'il fait 26 degrés à l'extérieur, mais elle confère aussi à la structure du réfrigérateur sa rigidité. Sans cette mousse, les parois du réfrigérateur seraient fragiles, comme une fine feuille de tôle. L'impact économique de l'utilisation de cet air plastique se chiffre en milliards de dollars chaque année. Grâce à son coefficient R élevé, les propriétaires aux États-Unis peuvent économiser jusqu'à 20% sur leur facture de chauffage en hiver et de climatisation en été. À l'échelle nationale, cela représente une réduction des besoins énergétiques de plusieurs millions de mégawattheures. Par exemple, un simple pouce d'isolation en polyuréthane sur le toit d'un vaste entrepôt de 4 km² peut s'amortir en seulement 2 ou 3 saisons, grâce aux économies de combustible réalisées. La densité du matériau constitue également une caractéristique essentielle. Pour l'isolation murale classique, on utilise une mousse d'une densité d'environ 1 kg pour 40 cm. Elle est suffisamment ferme pour résister à de légères pressions, tout en restant légère. Il existe toutefois des mousses renforcées, à densité plus élevée, destinées à l'isolation des fondations ou des toitures praticables. Le processus de fabrication du polyuréthane implique également un contrôle rigoureux de la taille des alvéoles. Plus les bulles sont fines, meilleure est la rétention thermique du matériau. Les catalyseurs modernes permettent de créer des milliards de cellules, mesurant quelques centièmes de pouce. Cela permet d'atteindre une homogénéité du matériau presque parfaite. Lorsque la mousse durcit, elle se transforme en plastique inerte, qui ne pourrit pas, n'attire pas les rongeurs et peut durer aussi longtemps que le bâtiment lui-même, c'est-à-dire plus de 50 ans sans perdre ses propriétés. Ainsi, la technologie de transformation de produits chimiques liquides en mousse solide constitue l'un des outils les plus efficaces de notre époque. En utilisant un minimum de matière et un maximum d'air, l'humanité a appris à créer des boucliers invisibles qui retiennent la chaleur à l'intérieur de nos habitations, maintiennent la fraîcheur des aliments dans les magasins
et permettent à d'immenses pétroliers de transporter du gaz naturel liquéfié à des températures extrêmement basses de moins 126 degrés. Il s'agit d'une ingénierie pratique, orientée vers la survie et le confort dans un monde où l'énergie devient de plus en plus coûteuse. Bien que la production de mousse soit un procédé chimique, le bilan écologique penche largement en sa faveur. L'énergie dépensée pour fabriquer l'isolation en polyuréthane d'une maison est généralement amortie grâce aux économies de chauffage et d'électricité, en seulement 8 à 12 mois d'utilisation. Sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'emploi de cette mousse évite le rejet dans l'atmosphère d'une quantité de dioxyde de carbone 100 fois supérieure aux émissions générées lors de sa propre fabrication.